Salut à tout le monde, c'est Nash. Déjà un immense plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va mettre en place le système de like sur Symfony 6. On va créer un système qui sera relativement simple, un peu similaire à celui de Facebook. On a une page qui va afficher des publications, des posts depuis la base de données. À ces posts, on va associer un bouton like pour permettre aux utilisateurs de liker ces publications. En cliquant sur like, l'utilisateur doit au préalable se connecter avant de liker. Si j'essaie de cliquer sur like, vous allez constater que ça va retourner un petit message là au-dessus. Il va spécifier que l'utilisateur doit se connecter afin d'ajouter un like à la publication. Donc, une fois l'utilisateur connecté, je vais me connecter l'utilisateur en passant par la route slash login qu'on va mettre en place tout au long du tutoriel. Si je connecte un utilisateur, si je connecte un utilisateur, vous pouvez constater qu'on a nos posts. Et là, au niveau du bouton like, l'utilisateur connecté a déjà eu à liker cette publication, alors que la deuxième n'a pas encore liké. Il peut cliquer dessous de nouveau pour retirer son like ou ajouter, toujours en cliquant dessus pour ajouter le like à sa publication. Là, on a ajouté ce like. Il peut cliquer sur la seconde publication pour la liker. Donc, c'est ce qu'on va mettre tout au long de cette vidéo. Il peut aussi cliquer dessus pour déliker, pour retirer son like. Donc, c'est à quoi il aura la possibilité. On va de nouveau rediriger, nous retourner là et cliquer de nouveau pour liker. Et s'il clique sur le nombre qui s'affiche là, s'il clique sur le nombre, il va afficher les utilisateurs qui ont liké, les utilisateurs ayant liké la publication. Là, vous pouvez constater qu'on a un premier compte qui est contact@gmail.com qui a liké, le second compte qui a liké. Donc, ça sera à vous de décider. Soit vous pouvez afficher le nom ou le prénom, ou aussi vous pouvez aussi afficher l'adresse email de l'utilisateur ou le nom de l'utilisateur. Tout dépendra de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, c'est ce que nous allons mettre en place tout au long de la vidéo. Donc, déjà dans cette première vidéo, on va créer le système d'authentification parce que pour laquelle l'utilisateur doit être authentifié. Et ce système d'authentification sera constitué de la page login qui va permettre à l'utilisateur de se connecter, de la page enregistrée qui va permettre à l'utilisateur de s'enregistrer. Ensuite, on aura le deuxième système qu'on va aussi créer. On aura le système post qui va permettre de créer des publications. Donc, on va devoir créer la route de création des publications et ensuite la route de mise à jour et de suppression des publications. Et par la suite, on va afficher les publications au niveau de la page d'accueil, comme vous pouvez constater là au niveau de mon écran. Parce que là, c'est ce qu'on va faire tout au long de la vidéo. Vous avez là la page de création de la publication qu'on va aussi intégrer pendant ce tutoriel. Donc, dans cette partie, on va déjà créer le système d'authentification, ensuite le système de création, modification et affichage des posts au niveau de la page d'accueil. Et dans la seconde vidéo, on va implémenter le système de like. Donc, on va créer la table qui va stocker des likes pour chaque publication qui sont associés aux utilisateurs et aux publications. Donc, si vous avez déjà un système qui est déjà en place, vous avez déjà un système de post si vous avez un système de post et un système d'authentification qui est déjà en place chez vous, vous pouvez sauter cette première vidéo parce que la première vidéo sera consacrée au système d'authentification, au système de création de posts. Mais si vous avez un système que vous souhaitez seulement ajouter de like dessus, vous pouvez sauter la première vidéo et passer directement à la deuxième vidéo, dans laquelle on va passer directement à l'essentiel qui sera l'ajout du like à chaque post. Parce que pour liker, il va d'abord falloir les posts. C'est ce qu'on va faire tout au long de cette vidéo. Donc, je dois arrêter pour l'explication. Je rappelle aussi que depuis un moment, je travaille avec des étudiants du monde entier, de partout ailleurs. Donc, si vous avez des projets, si vous êtes étudiant et que vous avez des projets scolaires que vous souhaitez avoir un point de vue de quelqu'un qui maîtrise un peu plus, de quelqu'un qui peut vous aider à aller beaucoup plus vite et peut aussi vous donner des idées sur un certain nombre de choses, n'hésitez pas à me contacter. Vous soyez développeur ou étudiant, vous avez des projets allant dans ce sens et que vous êtes bloqué quelque part, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon email dans la description et vous pouvez aussi me contacter à partir de ma page Facebook. Donc, aussi, il y a aussi les liens au niveau de la description. Donc, sans plus tarder, on doit passer à la partie pratique. Donc, vous devez démarrer vos serveurs Symfony et puis on passe.
Bon, déjà, on va lancer avec la création de notre application. Et pour le faire, on va premièrement se rendre dans symfony.com, question d'afficher la documentation. Et donc, vous allez vous rendre ici pour que je vous montre les commandes d'installation de Symfony. Vous allez cliquer sur Doc, ensuite installation, Setup pour déjà lancer l'installation. Vous allez l'installer à partir de vos commandes habituelles, à partir de la commande Symfony New. Ensuite, vous entrez le nom du projet. Je rappelle qu'on va créer l'application de type web application, application traditionnelle web application, pour avoir déjà quelques bundles qui sont installés par défaut. Vous pouvez aussi l'installer à partir de Composer. Si vous n'avez pas la commande Symfony, vous pouvez aussi l'installer à partir de la commande Composer. Ça marche aussi. Je vous laisse regarder dans la documentation. Vous pouvez aussi installer la commande Symfony, la CLI Symfony. Si vous ne l'avez pas, si vous tapez, vous voyez commande non disponible, vous pouvez aussi l'installer pour cela. Vous pouvez tout simplement regarder dans la documentation. Ensuite, vous l'intégrer à votre système pour pouvoir bénéficier de cette commande Symfony. Je dois absolument me rendre dans l'emplacement où je souhaite créer mon projet pour déjà lancer la commande de création du projet. Vous allez vous rendre là. Pour créer le projet, je vais me servir de la commande Symfony. Donc, vous pouvez aussi l'installer. Vous pouvez aussi utiliser la commande Composer, comme je l'ai montré au niveau de la documentation. Pour créer un projet, on passe par la commande Symfony New. Ensuite, on entre le nom du projet. Je vais appeler mon projet Like App, que on souhaite créer une application de like. Ensuite, on va mettre full pour créer une application de type web traditionnel, qui est question de bénéficier déjà pendant l'installation des bundles, des bundles de base euh, tels que Doctrine, Twig et bien d'autres bundles. Donc, c'est le rôle de ce drapeau. Ça va nous permettre déjà d'installer quelques bundles de base, ce qui sera ce qu'on va par la suite utiliser sans devoir de nouveau installer ces éléments. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Après avoir lancé la commande, on va patienter. On va patienter le temps qu'il va prendre pour télécharger des fichiers. Donc, pour télécharger le projet Symfony en local. Donc, on va juste patienter. On va patienter. Ça va prendre le temps. Tout sera en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Donc, ça peut relativement prendre un peu de temps. Tout dépendra de ces éléments, de tous ces paramètres. Donc, on va patienter. Je rappelle que la commande Symfony, si ça ne fonctionne pas chez vous, vous devez préalablement installer la CLX de Symfony pour bénéficier de cette commande, parce que tout au long de cette vidéo, je vais me servir de la commande Symfony, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi utiliser la commande PHP bin console, parce que ça marche aussi, mais moi je vous conseille déjà d'installer la CLX Symfony. C'est pas difficile, vous allez tout simplement regarder dans la documentation, ça va vous permettre de bénéficier de cette commande. Donc après la création du projet, on a un projet qui a déjà été créé. Si on se rend seulement au niveau du répertoire dans lequel on a créé, vous pouvez constater qu'on a déjà on a déjà le contenu qui existe. On va maintenant se rendre dans ce dossier en tapant la commande cd pour entrer dans le répertoire qu'on venait de créer, dans le répertoire dans lequel on a stocké notre projet et notre application. Ensuite, on va démarrer le serveur Symfony en tapant la commande Symfony save-d, précédé de -d. Ensuite, on va ouvrir notre application à partir de la commande Symfony Open Local qui va déjà ouvrir notre application sur le navigateur. Donc, vous allez taper cette commande. Ensuite, vous allez patienter. Vous allez patienter que tout soit chargé. Là, c'est bon. On a notre application qui vient d'être démarrée. Vous avez là l'emplacement de notre application. On va déjà l'ouvrir à partir de notre éditeur. Donc, je dois l'éditer. Question d'apporter des modifications sur cette application. On va l'ouvrir. Je dois patienter que cela soit chargé. Ensuite, si on se rend là, on a notre projet qui est déjà présent au niveau de notre éditeur. Là, je vais actuellement me servir de l'invité de commande de mon éditeur au lieu d'utiliser celui
celui externe, je veux absolument me servir de la méthode de commande. On a notre dossier SSC qui a été créé, on a nos dossiers migration, le template, dont on a déjà nos dossiers de base. Sur le dossier contrôleur, vous pouvez constater qu'il y a un cookie contrôleur, donc on va déjà commencer par la création de notre premier contrôleur, qui sera le contrôleur de la page d'accueil. Et pour créer notre contrôleur, on va se servir de la commande Symfony console make controller, qui permet de créer le contrôleur, permet de créer des contrôleurs dans Symfony. On va appeler notre contrôleur room. Bah, je pense que je dois arrêter. Ça, on doit plutôt le nommer room page, parce que on doit préciser le nom de contrôleur. Je dois l'appeler room page controller, autant pour moi, au lieu de room. Donc, vous allez taper la commande Symfony console make controller. On va appeler ce contrôleur room page controller. Et puis, on va exécuter la commande pour créer notre contrôleur. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Après l'exécution de ce contrôleur, on aura deux fichiers qui seront créés. On aura déjà le fichier homepagecontroller.php dont on peut l'ouvrir. On va déjà commencer par paramétrer en changeant le lien pour que cela soit pris en charge comme étant la page d'accueil. Donc on va modifier à ce niveau. Ensuite, dans le dossier template, on doit avoir un dossier du nom homepage qui va déjà stocker la vue de notre contrôleur. Si on revient là et qu'on actualise, si on revient au niveau de notre page d'accueil, si on actualise, logiquement on doit afficher juste une page vierge, parce qu'on venait de changer la page d'accueil. Là, actuellement, la page par défaut va changer. Puis on a inversé, on a converti le contrôleur accueil par la page d'accueil. Là, je dois patienter. Là, il y a une petite erreur. Vous avez les erreurs de suggère, c'est sûrement lié au cache. Vous avez ce type d'erreur. Vous devez d'abord libérer les caches. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois faire en Symfony console cache clair. Parce que j'ai très souvent, c'est lié au cache. C'est lié au cache de Symfony. Ou aussi parfois aussi à votre PC. Ça peut aussi être lié au PC. Mais très souvent, c'est lié au cache. Et pour pallier à cette erreur, je dois taper la commande Symfony console cache clair pour déjà effacer le cache comme je l'ai d'ailleurs dit. Et là, cette commande, et puis je patiente. Donc, après quelques secondes, cela devrait marcher. Je pense que là, j'ai eu une erreur. Je ne sais pas pourquoi cette erreur. Il y a eu une erreur pendant le cache, pendant le vidage du cache. Je suppose que c'est lié à mon PC, cela depuis le début de la vidéo, ça allait un peu cramer là, donc je dois devoir relancer cette commande, question de voir si l'erreur ne va pas se répéter. Donc parfois ça arrive, je vois toujours la même erreur, mais chez vous, vous ne devez pas logiquement avoir cette erreur. Je suppose que chez vous, vous n'avez pas cette erreur, mais je dois essayer de voir ce que je peux faire pour pouvoir corriger cela. Là, je pense qu'il y a toujours une erreur, mais il paraît que le cache a été vidé. Donc, si je reviens et que j'actualise, logiquement, je dois me retourner je dois me retrouver sur cette page qu'on venait de configurer, ce qu'on a configuré comme étant la page d'accueil. Ça doit revenir sur cette page. On doit maintenant procéder à la gestion de la connexion à la base de données. Et pour le faire, vous allez vous rendre dans le fichier .env. On va déjà paramétrer la ligne de connexion à la base de données. Je rappelle qu'on doit, dans cette vidéo, on doit utiliser la base de données MySQL, mais pour utiliser autre serveur de base de données, mais ce qu'on va utiliser, on va utiliser celui de MySQL. Et puis, on va se servir de PHPMyAdmin pour pouvoir afficher nos pages. Donc, c'est l'outil que nous allons utiliser pendant cette vidéo. Mais vous avez le choix d'utiliser d'autres serveurs. Le travail reste le même. Le principe reste le même. Il faudra tout simplement paramétrer au niveau... faudra se paramétrer au niveau de la ligne, au niveau de ici là.
Ici, on va paramétrer sur database URL MySQL. Ensuite, à ce niveau, on va entrer le nom de serveur de notre base de données. Comme je suis sur Windows, par défaut, le nom du serveur de la base de données, c'est root. C'est root. Vous allez entrer tout simplement root. Ensuite, on aura un mot de passe qu'on va changer. À ce niveau, vous allez entrer le mot de passe de votre serveur. Par défaut, c'est vide. Pourquoi laisse-la vide? Ensuite, on va entrer localhost. Localhost qui est en fait le localhost. Vous allez entrer localhost. Après cela, après ce slash, vous allez entrer le nom de votre base de données. On va nommer notre base de données like underscore app pour la base de données qui va stocker les tables de notre application. Je pense que là c'est bon, on venait de configurer la connexion à la base de données. On va directement lancer avec la création de cette base de données à partir de la commande Symfony console doctrine database create, database create pour lancer directement la création de la base de données sur notre serveur. Je rappelle que pour exécuter cette commande, vous devez déjà démarrer vos serveurs MySQL pour que cela puisse s'associer, pour que cela puisse travailler en relation en question d'avoir le résultat. On a notre base de données qui a été créée. Donc on peut déjà vérifier en se rendant au niveau de phpMyAdmin. Moi, je travaille sur EasyPHP. Vous pouvez utiliser le serveur de votre choix, le WAMP, LAMP, tout ce que vous utilisez habituellement. Tout simplement, ce qu'il faudra faire, ça sera juste de démarrer ce serveur. Il faudra que ce serveur soit actif pour pouvoir récupérer des requêtes venant de Symfony ou de l'invité de commande. Donc, c'est ce que vous allez faire. Si je me rends là, vous pouvez constater que j'ai ma base de données qui a été créée. On a notre base de données qui a été créée du nom de like app. Donc, tout fonctionne, tout allait bien fonctionner. Ensuite, on va continuer avec la création de nos utilisateurs. On va créer la partie qui va se servir d'inscrire les utilisateurs. Donc, pour le faire, on va passer par la commande Symfony console make user. Cette commande va permettre de créer l'entité qui va gérer la partie authentification de l'utilisateur. On demande comment on souhaite l'utiliser. On souhaite l'utiliser user, soit utiliser l'entité user. On demande si on souhaite stocker dans la base de données, sur l'utiliser dans la base de données, on va dire oui. On demande le nom de la propriété qui sera utilisée comme propriété unique. On va utiliser l'adresse email, donc on va se servir de l'adresse email pour sauvegarder l'utilisateur, pour connecter l'utilisateur. Puis on va exécuter la commande. Et là, vous avez les trucs qu'on va devoir faire. Après avoir fait cela, si on se rend au niveau du dossier entité, vous allez constater qu'on aura une entité qui sera créée. On en a l'entité user qui est déjà présent. Cela a été créé à partir de notre commande. C'est la commande qu'on venait de taper. Vous pouvez customiser afin d'ajouter des champs à notre entité user. Donc, tout est possible. Vous pouvez aussi ajouter certains éléments. Ensuite, on va continuer en créant la migration. Pour créer, on va utiliser la commande Symfony console migration qui va créer la migration qu'on va devoir exécuter pour pouvoir faire des mises à jour au niveau de notre base de données. Donc, après avoir lancé cette commande, vous allez patienter. On va patienter que la migration soit créée. Après la création de la migration, on va de nouveau lancer la commande Symfony console doctrine migration migrate pour lancer l'exécution de la migration. Après cette commande, on aura nos tables qui sont créées au niveau de la base de données. On dit si on souhaite modifier le schéma de la base de données, on va activer, on va dire oui pour faire des modifications de la base de données. Je pense que là c'est bon. Si on revient et qu'on actualise, logiquement on doit avoir des tables qui sont créées au niveau de notre table like app. Vous avez nos différentes tables qui ont été créées. Rappelle que là, déjà c'est bon. On a trois tables. On a la table, les tables par défaut, doctrine. Ensuite, on a la table messenger et on a notre troisième table qui est la table user. On va continuer avec notre travail. On va passer par la commande Symfony console makeout qui va permettre déjà de créer le formulaire de connexion. On demande si
après cette commande, on va demander si on souhaite utiliser un empty authenticator ou on souhaite utiliser un login authenticator. Vous allez entrer un vu qu'on souhaite créer plutôt un login authenticator, hein, c'est-à-dire un formulaire de connexion. On demande le nom de la classe, comment on souhaite appeler cela. On doit appeler cela Security Authenticator. Hein. Ça va gérer la partie sécurité de notre application. Hein. Vous allez nommer cela Security User, Security Authenticator, pourtant pour moi. Ensuite, on demande d'entrer le nom du contrôleur. On va aussi appeler cela Security Controller. Donc, on va tout simplement entrer sur Entrée pour pouvoir utiliser cela. On demande si on souhaite générer la page de déconnexion. On va dire oui pour générer la page qui va permettre de déconnecter l'utilisateur. Si on arrête depuis et qu'on revient au niveau de notre projet, on doit avoir un nouveau contrôleur qui a été créé. On a le contrôleur Security avec deux routes. On a la route Login et Logout. La route login va permettre de se connecter à notre application, de s'inscrire. La route logout va permettre de se déconnecter, c'est-à-dire de déconnecter l'utilisateur. Donc, c'est en fait ce qui a été généré par notre dernière commande. Là, au niveau de la page d'accueil, on va se rendre dans la page d'accueil. On va supprimer ce contenu qui est au niveau de la page d'accueil, parce que ça ne va pas qu'on va utiliser. Puis on peut enregistrer, puis on revient et on actualise. Hein. Je rappelle qu'au niveau du dossier security, on a aussi un fichier qui a été créé, hein, le fichier login.php, là où vous allez retrouver le code source du formulaire, hein, le code HTML du formulaire. Là, j'ai encore une erreur de temps de chargement. Hein. Je peux encore deux fois effacer le cache pour supprimer cette erreur. Depuis le début de la vidéo, je rencontre cette erreur. J'espère que ça ne va pas nous empêcher d'évoluer, mais on va faire avec, hein, vu que ça... on va faire avec cela. Et donc, on va se débrouiller avec. Je ne peux pas arrêter la vidéo pour dire que je dois trouver le problème avant de continuer. Donc, on va continuer, c'est pas grave. Je dois encore faire effacer le cache, à partir de la commande Symfony cache clair. Hein, ça peut résoudre ce problème d'erreur de temps maximum de chargement. Hein, donc, je pense que le cache a été vidé. Je pense que là c'est bon. Voilà, je peux déjà me rendre dans la route /login hein, pour déjà afficher notre formulaire de connexion. Ensuite, il y a aussi la route logout hein, qui a été aussi créée pour aussi vous déconnecter si l'utilisateur est connecté. Actuellement, c'est bon. Je vais déjà me rendre dans template. Ensuite, je sais pas, template. Ensuite, dans security. Puis, je vais ouvrir notre formulaire de connexion. Je l'ai d'ailleurs rappelé que c'était dans le dossier security. Hein, ensuite, login, c'est le formulaire de connexion qui a été généré par la commande Symfony console make out. Hein, permet de créer le formulaire de connexion. Si je me rends dans base.html.8, comme vous pouvez constater que là, on demande d'exécuter la commande Symfony Webpack encore pour commencer à utiliser Symfony UX. Hein. Donc, cela, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez, si vous souhaitez utiliser Symfony UX, vous pouvez l'installer. Hein. Donc, nous, on va l'installer. On ne perd rien en l'installant. On va l'installer question de... Et on va servir de ça pour ajouter notre CSS à notre application. Je vais aller exécuter cette commande, c'est-à-dire la commande Symfony Composer requiert Symfony /Webpack encore bundle hein, pour bénéficier de Webpack, encore. Si vous voulez savoir plus en profondeur ce qu'est Webpack, vous pouvez aller regarder au niveau de la documentation de Symfony, parce qu'on ne peut pas tout expliquer dans une vidéo. On va aller beaucoup plus vite, parce que l'essentiel reste à venir.
Là, on va installer notre bundle Webpack qui va déjà permettre de compresser nos assets, hein, c'est-à-dire tout ce qui est fichier JavaScript et tout ce qui est fichier CSS, hein, ça va permettre de minimiser. Hein. Donc, après l'installation, je pense que c'est déjà c'est installé. Après l'installation, pour continuer, vous allez exécuter la commande npm install. Hein. Donc, si vous utilisez npm ou yarn install, si vous utilisez yarn. Et je vais npm install pour installer les dépendances JavaScript à notre projet. Après l'installation, vous aurez le dossier asset hein, dans lequel vous allez avoir des fichiers. Vous aurez le fichier app.js. On va patienter l'installation de npm, hein, des dépendances Node.js à notre projet. Je pense que tout a été, ça a été installé, hein, donc on peut déjà se servir de notre fichier de style hein, qui permet d'ajouter du code de CSS à notre application. Après cela, vous allez exécuter la commande npm run watch hein, pour lancer la compilation automatique de nos assets, hein, des assets CSS, des assets de notre projet. Vous aussi utiliser la commande npm run dev, hein, parce que ça marche, mais vous allez utiliser la commande run watch, ça va permettre comme je l'ai dit, de faire ce que j'ai dit. Ensuite, on va intégrer Bootstrap à notre projet. Hein. On va utiliser Bootstrap pour gérer la partie graphique. Vous allez vous rendre dans Bootstrap. Ensuite, on va copier le code d'intégration de Bootstrap. Vous pouvez l'installer avec npm, mais nous, on va faire des choses beaucoup plus facilement. On va utiliser juste la ligne d'import et on va l'importer à partir de la balise script, de la balise src, hein, qu'on va ajouter au niveau de l'entête de notre layout, hein, de notre layout de base, de notre layout qui est layout qui est base.html.twig. C'est dans le dossier template. Ensuite, vous avez base.html.twig. Donc, c'est dans la balise head qu'on va ajouter cela. Après cela, on va enregistrer et puis on va se retourner au niveau de notre formulaire de connexion. Puis on va commencer directement à utiliser notre formulaire. Hein. Je rappelle que c'est pas obligatoire, hein, c'est pas le but du tutoriel. Hein. Je veux juste avoir quelque chose de beaucoup plus propre qui est côté graphique. Donc, c'est pas vraiment important pour ce tutoriel, mais on va faire des choses beaucoup plus. On va créer des choses graphiquement passables. Hein, donc, je pense que mon navigateur s'est fermé, je ne sais pas ce qui se passe. Je dois encore l'ouvrir de nouveau. Ensuite, je dois exécuter. Je dois ouvrir l'application. /login. Vous avez déjà une mise en forme qui a été gérée hein, par Bootstrap. Hein, on a un nouveau formulaire qui a été mis en forme. C'est pas nouveau, c'est juste que la mise en forme a été gérée par Bootstrap. Là, on va ajouter on va ajouter une nouvelle classe qu'on va appeler
login form, hein, c'est le formulaire de connexion. Ensuite, on ira styliser cela dans le dossier asset. Ensuite, style qui a été généré par Webpack. Donc, c'est à ce niveau qu'on va styliser notre formulaire. Question de diminuer les marges. À notre formulaire, on va déjà donner un width de 200 pixels. On va donner un width de 400 pixels. Ensuite, on va ajouter un margin top pour avoir une marge au-dessus de notre formulaire. Vous allez ajouter un margin top. On va ajouter un margin left automatique, un margin automatique, question de centrer notre formulaire. Ensuite, on va ajouter un BR au niveau du bouton de connexion, hein, question de... Pense là, on peut laisser cela ici. On a notre formulaire de connexion qui est passable. Si on essaie de cliquer sur connexion, vous avez là identifiant invalide, vu qu'on a encore un utilisateur, parce qu'aucun utilisateur ne correspond à ce qu'on venait d'entrer au niveau du formulaire. On va déjà lancer avec la création on va lancer avec la création du formulaire d'inscription. Hein. Pour le faire, vous allez utiliser la commande Symfony console register form, hein, ce formulaire qui va permettre aux utilisateurs de s'inscrire au niveau de l'application. On demande si on souhaite utiliser, on demande si on souhaite créer un US, si on demande si on souhaite automatiquement connecter l'utilisateur après l'inscription, on va dire oui, hein. Puis bon, voilà, on aura des trucs qui seront créés, on aura notre formulaire de connexion qui sera créé. Pour ce endroit, vous pouvez taper la route /register hein, pour ouvrir ce fichier d'inscription. Hein. Si on se rend dans le contrôleur, vous allez constater qu'on aura un contrôleur registré form qui avait été créé avec la route /register qui retourne un template, qui lui aussi a été créé. Donc, on peut inscrire l'utilisateur en se rendant dans /register. Comme j'ai encore des problèmes de cache, je dois supprimer mon cache en passant par la commande Symfony console cache clair pour vider le cache de Symfony. Et donc, vous allez faire. Là, vous constatez que le Symfony, c'est assez pratique, c'est assez simple de créer ces formulaires de connexion, le formulaire d'inscription.
Pour le faire, on passe plus par deux commandes. On a déjà la commande Symfony Console Make Out qui permet de créer le formulaire de connexion. Et ensuite, la commande Symfony Console Make Register Form qui permet aussi de mettre en place nos formulaires de l'inscription. Après avoir tapé ces deux commandes, vous pouvez tout simplement customiser. Vous pouvez aller juste modifier les CSS, ensuite le JavaScript afin de dynamiser vos formulaires. Donc, on a notre formulaire qui a été créé. Qu'on va faire, on pouvait déjà inscrire un utilisateur à partir de ce formulaire. C'est déjà fonctionnel, c'est déjà opérationnel. On va essayer d'utiliser ce formulaire en se rendant dans le dossier template qui avait été généré automatiquement par la commande. Dans le dossier template, on a un dossier registration. Dans ce fichier, on a le fichier register.html.8 qui est en fait notre fichier d'inscription d'utilisateur, notre partie formulaire. On va se rendre dans ce fichier. Ensuite, on va essayer d'ajouter la classe container. Question d'ajouter, cela soit considéré comme étant un container. C'est une classe Bootstrap, ça qu'on venait d'importer à notre projet. Ensuite, on va aussi mettre cela dans une div de classe register form pour styliser. Ben, cela c'est bon, on peut déjà enregistrer. On va revenir, on va aussi appliquer le même CSS à cette partie. Vous allez faire ensuite, vous allez enregistrer, et puis vous allez revenir, et puis vous allez actualiser. Je pense que là, on a notre formulaire qui s'est bien positionné. Il nous reste à ajouter la classe form espace form-contrôle à nos formulaires. Et pour cela, vous allez vous rendre dans le fichier register form. Et puis à notre formulaire, on va ajouter la classe ATT, on va déjà ajouter un ATTR qui va me permettre d'ajouter la classe à notre formulaire. Vous allez entrer ATTR, ensuite vous allez entrer form contrôle pour associer la classe form contrôle bootstrap à notre formulaire. Si on a inscrit qu'on revient qu'on a reçu, vous avez déjà cela qui a été modifié. Ensuite, on va aussi ajouter cela à tous les autres champs. Déjà au champ password. Je rappelle que ce fichier se trouve dans le dossier template, ensuite registration, ensuite register.html.8. Vous allez faire ensuite, vous allez enregistrer et puis on va revenir au niveau de notre application. On va créer un BR, c'est-à-dire un retour à la ligne. Sur le bouton de soumission, vous allez associer la classe btn, espace btn-primary, question d'avoir un bouton beaucoup plus un bouton stylisé qui sera géré par Bootstrap. On utilise la classe btn espace btn-primary. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Bootstrap, vous pouvez aller jeter un coup d'œil au niveau de la documentation. Là, vous aurez quelques définitions pour vous imprégner de la chose. Il y a le bouton de mot de passe qui ne fonctionne pas. Je dois déplacer cette partie pour supprimer le label, parce que ici le label ne nous aide pas. On va retirer le label. Ensuite, je dois de nouveau enregistrer et puis voilà, je dois taper. Je pense que là c'est bon. Je peux gérer la chose ainsi. Vous pouvez inscrire les utilisateurs à partir de ce formulaire. Donc, je dois déjà inscrire un premier utilisateur. Si j'entre ces éléments et puis que j'essaye d'envoyer, automatiquement, je dois avoir. Ici, on a une erreur parce que c'est la redirection, mais si on se rend au niveau de la base de données, on aura un utilisateur qui sera créé parce qu'on n'a pas modifié la partie redirection après l'inscription des utilisateurs. Donc, on va le faire tout à l'heure. On va déjà vérifier si l'utilisateur a été créé. On va aller au niveau du phMyAdmin, qui sont dans la table user, pour voir si cela fonctionne. Mais logiquement, on doit avoir un utilisateur déjà inscrit. Voilà, parce qu'on venait de. Parce que l'erreur, plutôt l'erreur de redirection. Si on se rend dans user, vous avez l'utilisateur qui a bien été inscrit, donc tout marche parfaitement.
on doit devoir aller modifier un fichier. Vous allez aller dans le dossier SCRC, je crois. SCRC, ensuite vous allez SCRC, vous allez vous rendre dans security authenticator.php. Dans ce fichier security authenticator.php, on va modifier la route de redirection après l'inscription des utilisateurs. Donc, vous allez déjà documenter cette ligne. Là, c'est ligne 58, c'est le cas. Après la connexion, après l'inscription, on va rediriger l'utilisateur plutôt dans la route app homepage. Donc, c'est cette partie qui gère la redirection. Vous allez enregistrer. Ce qui fera que prochainement, après l'inscription, l'utilisateur sera redirigé plutôt au niveau de la page d'accueil. Pour aussi le rediriger dans d'autres pages. Il suffira tout simplement d'entrer le nom de la route. Je pense que là, c'est bon. Donc, tout marche parfaitement. On a fait ce qu'on avait à faire. On va maintenant se rendre au niveau de notre page d'accueil. On va créer une div de classe container. On va ajouter à cela un H1. On va appeler homepage pour aussi appeler cela comme vous voulez. Déjà, on va ajouter un homepage pour afficher la page d'accueil. On a notre système d'authentification qui fonctionne. Là, l'utilisateur qui est connecté. On peut déconnecter l'utilisateur. Ensuite, on peut connecter l'utilisateur. On peut créer des utilisateurs à partir de la page register, dans la page register, c'est-à-dire la page d'inscription. Donc, on a déjà couvert une partie de la première partie. Ce qui nous reste à faire, c'est de créer la partie qui va gérer les posts, les publications. Donc, après, on va intégrer le système de like à ces publications. C'est le but de cette vidéo. Et par la suite, on verra la suite dans une prochaine vidéo. Et donc, ce qu'on fera, pour ce qui est du programme. On va de nouveau ouvrir notre terminal et puis on va lancer la commande Symfony Console Make-Entity pour créer l'entité qui va se charger de gérer les publications de notre application. On va appeler cette entité post, post pour des publications. On demande des propriétés. On souhaite récupérer le titre de la publication qui sera de type texte avec une taille maximale de 255 caractères. De type non nul. Ensuite, on va récupérer le contenu du post qui sera de type test. Ensuite, on va valider. Je pense que c'est tout ce qu'on aura besoin. On aura aussi besoin de l'auteur de la publication. On va entrer auteur qui sera de type many to one parce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs publications. Ça sera de type many to one. Donc, vous allez entrer many to one au niveau du type. Many to one, je rappelle que ça spécifie qu'un utilisateur peut avoir plusieurs publications. On va aussi ajouter cela. On demande si on souhaite ça soit être non nul. On va mettre yes. Ensuite, on demande une propriété. Ensuite, on va continuer avec la commande de création de la migration avec la commande Symfony Console Make Migration pour lancer la création de notre migration. Après, on va continuer avec la commande Symfony Console Doctrine Migration Migrate pour lancer l'exécution de la migration au niveau de la base de données pour changer le schéma de nos tables. Je pense que là c'est bon. On peut revenir au niveau de notre base de données. On clique sur notre base de données. Vous pouvez constater déjà l'existence d'une table post qui a été créée, qui est caractérisée par l'auteur, l'utilisateur et le contenu. Maintenant, on va continuer avec la commande Symfony Console Make-Prod pour créer la partie ajout, modification et suppression des posts. On va lier ça à l'entité post parce que c'est ce système qu'on souhaite gérer. Vous avez plusieurs éléments qui ont été créés. Vous avez un contrôleur qui a été généré automatiquement, des formulaires avec des templates. Ces templates qui seront liés à notre entité post, comme je l'ai mentionné pendant la création de la commande CRUD. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la documentation si vous voulez avoir plus de détails pour ce qui est
de la commande microt. Ça va vous permettre de générer l'ajout, modification et suppression à partir d'une entité. Vous pouvez constater maintenant que si on se rend au niveau de l'URL, à partir de la route /post, on doit afficher tous les posts présents au niveau de notre base de données. Ça doit lister les posts de la base de données. Vous avez cette route au niveau du contrôleur post contrôleur qui a été généré. Et puis on va aller avec la commande Symfony console cache clear pour clear le cache. Et pendant que le cache a été vidé, on peut de nouveau continuer. On va continuer avec de nouveau lancer la commande. Et puis c'est bon, on a notre cache qui a été vidé sans erreur. Hein. Dans ce cas, on a notre cache qui a été vidé. Et là, vous avez nos différents posts. Hein. Vous avez combien en cours qu'un post. Si on clique sur Create Post, Create New pour créer un nouveau post, on va ouvrir le formulaire d'ajout de post. Là, on a une erreur. On dit que l'entité user ne peut pas être converti en string. Pour modifier cela, on va se rendre au niveau de notre formulaire dans forme ensuite post type qui a été généré à partir de la commande CROD. On va déjà commenter la partie hauteur. C'est parce qu'on va passer par la suite, on va citer au niveau du contrôleur. On va déjà retirer cela du formulaire. Si on retire, qu'on revient, qu'on actualise, vous avez là notre page d'ajout de post. Va nous permettre d'ajouter un post au niveau de la base de données à partir du titre et du contenu. Dans le post, vous avez plusieurs fichiers qui avaient été générés. On a le fichier new qui permet de créer ce post, parce qu'on venait d'ouvrir. On va customiser cette partie. On va faire la mise en forme de ce formulaire d'ajout de post. Pour cela, on va entourer cela de la balise container, qui est une classe, la classe container autant pour moi, qui est une classe Bootstrap. Si on ajuste les puis on retourne et qu'on actualise, on doit avoir des marges au niveau de notre fenêtre. Ensuite, on va customiser le formulaire qui est dans underscore form.html.8, je rappelle que c'est le formulaire d'ajout, et aussi celui de modification. Je suppose que toute modification faite à ce niveau va affecter le formulaire de mise à jour, ensuite le formulaire d'ajout. Donc, et pour cela, on va se rendre à ce niveau. On va ajouter les attributs à partir de attr. Ensuite, on va ajouter l'attribut classe qui aura pour valeur form control. On va de nouveau utiliser la classe form-control de Bootstrap pour styliser notre champ titre. On va aussi associer cela au champ contenu, à notre texte aria contenu. Ensuite, on va ajuster à ce niveau, on va ajouter point title pour spécifier qu'il s'agit du champ titre. Ensuite, on va entrer
point content, il s'agit du champ point content, qui sont liés à notre fichier possible. C'est ces valeurs que vous allez entrer au niveau du formulaire, la partie HTML, la partie du formulaire, ce qu'on a lorsqu'on venait d'entrer. Au niveau du bouton, on va ajouter le bouton primary, de Bootstrap, de la classe btn-primary. Donc, on peut enregistrer puis on revient, on actualise. Logiquement, on doit avoir un bouton bleu qui s'est ajouté. On doit avoir des champs qui sont qui sont graphiquement passables par rapport au précédent. À nos champs, on va ajouter, on va plutôt utiliser un form row, form row qui va permettre d'ajouter des labels à nos formulaires. On va ajouter un form row. On va dire que là, actuellement, on a le titre, ensuite on a le contenu. Vous pouvez déjà ajouter un titre, ensuite entrer le contenu à notre formulaire. Maintenant, on va se rendre au niveau du post controller. On va essayer de récupérer l'utilisateur. On va déjà vérifier si l'utilisateur est connecté avant la soumission, avant l'ajout du post. Là, on va déclarer une condition. On va dire if set. On va dire if $10 get user. On va essayer de vérifier si l'utilisateur est connecté. Si c'est le cas, c'est en ce moment qu'on va afficher le formulaire. On va afficher le formulaire de connexion dans le cas où si ce n'est pas connecté. Dans le cas contraire, on va rediriger l'utilisateur au niveau de la page login. Donc, ce qui fera que pour qu'il puisse envoyer un commentaire, il doit... Donc, déjà, on va retourner l'utilisateur à la page login s'il n'est pas connecté. En premier, on va déjà vérifier si l'utilisateur est connecté. On va afficher le formulaire d'ajout de post dans le cas où l'utilisateur est connecté. Ce n'est pas connecté, on va le rediriger à la page de connexion. Maintenant, on va tester. En testant, on va déjà déconnecter l'utilisateur. Cliquant sur déconnecter. Ensuite, on va essayer d'interroger de nouveau cette route, c'est-à-dire /post, ensuite /new. Quand vous allez, on va cliquer sur créer. Et vous voyez qu'en cliquant sur créer, on a plutôt redirigé à la page de connexion, que l'utilisateur n'est pas connecté. Et si on connecte l'utilisateur, on va connecter l'utilisateur. Ensuite, on va de nouveau essayer de se rendre sur cette page. Vous allez constater que une fois connecté, on va afficher cette page sans souci. Ce nouveau utilisateur pourra créer la publication. Je pense que là, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est à ce niveau, on va essayer de setter l'identifiant. On va setter l'auteur de la publication au niveau de la soumission du formulaire. Est-ce qu'on souhaite enregistrer l'utilisateur? On souhaite aussi ajouter dans la table post l'utilisateur, l'auteur de la publication. Et pour ce faire, on va faire $post7author, qui est une méthode qui est présente dans l'entité post. Là, c'est ce qu'on récupère. À cela, on va affecter $10 get user. $10 get user qui est l'utilisateur connecté. On va maintenant créer notre premier post à partir du formulaire. Là, vous allez entrer le contenu du post. Ensuite, on va entrer le titre du post. Après cela, on va valider pour lancer la création de notre post. Je pense que là, c'est bon. On a notre publication qui a été publiée. Si on se rend dans Index, on va aussi customiser la partie Index. On va entourer tout cela de la div des classes container, qui est une classe Bootstrap qui permet de gérer le contenu d'une page. Ça va aussi permettre d'ajouter des marges. Ça permet seulement d'ajouter des marges en fonction de la taille de votre écran. Donc, vous allez ajouter cela. Et puis, si on revient, on doit avoir des marges juste à gauche et à droite en fonction de la taille de votre écran. Donc, ça doit décider en fonction de la largeur, du nombre de pouces de votre écran. Ça doit affecter automatiquement une des marges à votre div.
Vous pouvez constater que là, on a le bouton Edit qu'on peut éditer. Vous pouvez cliquer sur l'édition de la catégorie pour éditer. Vous pouvez aussi mettre en forme le formulaire, c'est-à-dire ajouter la classe contain au fichier d'édition, l'édition de notre formulaire. Je vous laisse le faire. Vous allez faire, on va gérer déjà ce qu'on a à faire. Donc, par la suite, on va afficher nos articles au niveau de la page d'accueil qui fera l'objet du premier tutoriel. Donc, par la suite, on va maintenant intégrer la partie dans la deuxième vidéo. On va intégrer la partie like. Maintenant, on va se rendre au niveau de la page d'accueil. On va essayer d'afficher les articles de notre blog au niveau de la page d'accueil. Et pour ce faire, on va se rendre dans le post contrôleur. Le contrôleur de la page d'accueil est aussi au niveau de la vue. Déjà, premièrement, on va se rendre au niveau de la vue. Au lieu de homepage, on va entrer tout simplement post. Je souhaite entrer les posts. Et puis, on se rend au niveau de la route de la page d'accueil. On doit déjà premièrement importer le post repository, ce qui va nous permettre de sélectionner tous les posts au niveau de notre base de données. On va stocker ça dans une variable qu'on va nommer $post repository. Et n'oubliez pas d'importer cela à partir de use app repository post repository. On va créer une variable qu'on va nommer post repository, à qui on va faire un find all. On va déjà sélectionner tout dans la table. On va tout sélectionner dans la table post. Et pour le faire, on se sert de la fonction find all. Si on fait un die dump, de cette variable, on doit retourner toutes les postes de la base de données. Vous allez voir cela au niveau de la console qui va s'afficher au niveau de l'écran. On a de nouveau une erreur. Je rappelle que ça doit être lié au cache. Donc, pour pallier à cette erreur, je dois encore faire un cache clair au niveau de ma console, question de vider le cache de mon application, mon application Symfony que je développe. On va patienter le vidage du cache, cache du projet. Là, si on actualise, vous avez les données qui sont, vous avez nos posts, on a juste un seul post, donc c'est là qu'on a retourné au niveau de la vue TUG. Ensuite, on va retourner ces posts à partir on va stocker cela dans une variable qu'on va nommer post. Dans ce post, on va retourner $post qu'on venait de créer, qui stocke tous les posts issus de la base de données. On va enregistrer puis on va retourner au niveau de notre page d'accueil. On va créer une div de classe row. Je rappelle que c'est une classe Bootstrap.
Dans cette div de classe row, on va créer aussi une div de classe call3 pour pouvoir avoir 3 colonnes sur la largeur de l'écran, qui sera aussi flexible ici il s'agit des flexbox. À cela, on va faire une boucle, on va dire for post in post, puis bah, voilà, on va entrer notre tableau, parce que c'est post un élément de type tableau. Au niveau du HD, on va entrer déjà le titre de la publication. On entre post.title, title qui est issu de l'entité post. Si on vient qu'on actualise, si on doit avoir le titre de la publication qui s'affiche. Là, j'ai une erreur, il y a plutôt une erreur qui a été levée. Et mon navigateur aussi, ça planque, je ne sais pas ce qui se passe. Et la même erreur qui vient, ensuite j'ai le navigateur là qui lui aussi beurre, donc c'est une pause pour serveur X, donc j'avais fait une erreur pour serveur Est. Et puis si j'actualise, logiquement on doit avoir quelque chose de... Voilà, ça marche, mais il y a un bug au niveau du navigateur, je sais pas. Tout a l'air correct. Je dois tester avec un autre navigateur. Je dois l'ouvrir avec Chrome pour voir s'il est relié au navigateur. Parce que ça peut être... Voilà, pour le constater qu'avec Chrome, je peux dire, donc le problème était lié au navigateur. Là, je vais d'abord récupérer le titre de la publication. Je dois le stocker dans un hashcard, parce que là, c'est énorme, ce côté graphique, c'est énorme au niveau du navigateur. Je dois retourner et actualiser. Pour l'instant, je dois avoir quelque chose de beaucoup plus réduit. Donc, je pense que là, on peut laisser cela ici. En dehors du titre, on va aussi afficher le contenu de notre publication. On va mettre un post.content pour afficher le contenu de la publication. Alors que je viens sur mon avatar, je vais plutôt l'utiliser avec Chrome. Je dois aller dans Chrome. Si j'actualise là, j'ai ma publication qui a été gérée, qui s'affiche bel et bien. À notre publication, vous pouvez aussi ajouter beaucoup de fonctions et qui va permettre déjà de réduire la largeur, de réduire le nombre de caractères, donc du contenu, parce que ça peut être un contenu relativement long. Et puis ajouter la fonction slice de twig qui va permettre d'associer la taille maximale de caractères affichés. On va aussi ajouter le bouton like qui fera l'objet de la suite de notre tutoriel. Parce que dans cette vidéo, on ne va pas gérer cela. Cette vidéo était consacrée à la mise en place de l'authentification. Ensuite aussi de la création des posts. Donc c'est tout ce qu'on verra ici. On va se connecter afin d'ajouter d'autres publications. Donc au niveau des posts, afin d'ajouter d'autres posts. Donc, on peut dire qu'on a couvert la première partie de notre tutoriel qui était dans lequel on devait mettre en place le système d'authentification de l'utilisateur. Ensuite, on devait créer des posts. Parce que par la suite, pour pouvoir faire un like, l'utilisateur devrait être connecté, qu'on puisse se repérer au niveau de la base de données. Et aussi, l'utilisateur devrait déjà se connecter pour pouvoir ajouter des likes. On va de nouveau créer. Vous pouvez créer autant de publications que vous souhaitez. Donc, on a une deuxième publication qui a été créée. Si on sera au niveau de la page d'accueil, on aura aussi cette publication avec le bouton like. Vous pouvez déjà constater là.
Donc, on chemine déjà à la fin de notre tutoriel. Et donc, déjà, n'oubliez pas de liker, hein, liker si vous avez aimé. Et aussi de la partager. Hein. Vous pouvez aussi la partager. Et aussi, n'oubliez pas de suivre la suite, hein, parce que la suite, ça reste à venir. Tu vas poursuivre dans la prochaine vidéo. Hein. Dans la prochaine vidéo, on va déjà créer l'entité like, hein, qui va stocker les utilisateurs qui vont liker des likes, des publications. On va stocker des likes en fonction de la publication et en fonction des utilisateurs. Et ensuite, on va dénombrer cela au niveau du bouton like, hein, pour pouvoir afficher directement le nombre de likes aux utilisateurs qui sont connectés. Hein, donc, c'est ce qu'on fera par la suite. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a couvert la page d'accueil, hein, page homepage. Vous pouvez aussi retrouver le code source de ce tutoriel au niveau de GitHub. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous conseille d'abord de suivre l'ensemble du tutoriel. Hein. Si en cas de recours, vous pouvez vous retourner au niveau de GitHub pour essayer de voir où vous avez fait les erreurs, hein, pour les corriger. Donc, vous aurez le code, hein, que je mets le lien dans la description. Donc, on va arrêter. Donc, déjà, merci d'avoir suivi la vidéo. Hein. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Bon, on se prend dans la prochaine vidéo. Alors, on va seulement gérer la partie like. Hein. Like, on va cliquer sur le bouton like.